et du conseil communautaire de votre présence. On sait que cette réunion se déroule avec des contraintes sanitaires qui sont difficiles, qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est bien une réunion de travail. Comment on va respecter, vous l'avez déjà commencé, toutes ces contraintes. La première, comment ce sera à la fin de la réunion, où on va vous inviter à quitter cette salle par rangée. Donc on commencera naturellement par les personnes qui sont sur les chaises, et ensuite les rangées sont dénommées par des lettres qui vont de A jusqu'à... Je crois que la dernière lettre, mais en tous les cas, comment on procédera à l'évacuation dans ce sens-là, de façon à respecter les distanciations physiques. Merci. Avant de commencer réellement cette réunion, je vais vous proposer une minute de silence dans le cadre de la disparition tragique, horrible, de Samuel Paty, enseignant dans les Yvelines, et mort pour avoir fait son devoir d'enseignant, son devoir d'éveiller les consciences de nos jeunes, son devoir d'éduquer. Merci. Merci. Construisons ensemble le projet de territoire du Pays de Cran 2020-2026. Pour certains, c'est une obligation de faire ce projet de territoire. Je pense pas. Ça a été une volonté des élus communautaires et du bureau de pouvoir réunir un maximum d'élus municipaux de façon à ce qu'on construise effectivement tous ensemble un projet pour ce mandat 2020-2026. La nécessité de se retrouver, de réfléchir, de débattre ensemble sur un grand nombre de points est nécessaire. Mais auparavant, nous avons cette soirée qui a pour objectif d'avoir une culture, des connaissances communes sur l'ensemble de notre territoire, de façon à ce que demain, au travers d'autres réunions, d'autres moments de rencontre, nous puissions effectivement construire tous ensemble ce projet de territoire. J'ai invité Dominique Guineux à prendre la parole, qui va vous donner naturellement les détails, et ensuite remercier peut-être dans un premier temps M. Locatelli qui nous accompagne aujourd'hui. Merci Christophe, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais vous présenter en 10 minutes les objectifs de ce projet de territoire, pourquoi on l'a fait, pourquoi on vous oriente vers ce projet de territoire, et ensuite, bien sûr, je passerai la parole au cabinet qui va nous aider, nous encadrer dans ce long cheminement, parce que ça va nous prendre plusieurs mois, d'animer ce projet de territoire. Donc, rapidement, quelques slides pour répondre à quelques questions basiques, mais qu'on doit se poser tous ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de territoire ? D'abord, c'est de définir une stratégie pour le territoire, un schéma directeur, se donner en fait un programme, une vision, un guide de l'action en fait. Donc voilà, c'est vraiment définir une stratégie sur notre territoire pour au moins les 6 ans qui viennent. Ensuite, ce qu'on a à faire, c'est d'écrire une feuille de route partagée par le bloc local au service du développement du territoire. Ça, c'est la loi engagement
et proximité, c'est une loi qui a été votée le 27 décembre 2019 avec deux symboles forts sur cette loi. La conférence des maires, alors c'est quelque chose qu'on faisait déjà auparavant, mais qui va devenir obligatoire. Et deuxième symbole fort, c'est le pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, c'est-à-dire remettre la commune au centre du débat et du dispositif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est d'impliquer l'ensemble des communes, donc ça veut dire l'ensemble des conseillers municipaux, dans ce projet de territoire. Contrairement peut-être à la fameuse loi Chevènement de 99, je crois, qui au contraire centralisait les pouvoirs de décision sur la communauté de communes. Donc cette nouvelle loi proximité, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour mettre au cœur les communes. Ensuite, c'est une ambition rédigée et portée par toutes les parties prenantes. Quand on dit les parties prenantes, ce sont les élus, les associations, les entreprises, les citoyens, le panel de citoyens tout simplement, et construire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle aussi la notion de démocratie participative. Ensuite, être acteur du projet, une démarche centrée sur l'usager, ses besoins, ses modes de vie. Est-ce que c'est une obligation réglementaire? Alors Christophe a déjà plus ou moins répondu. Non, ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est une volonté politique de mener un projet commun avec tous les élus du territoire. Tout ça au travers, bien sûr, de rencontres, et là-dessus on en parlera longuement dans la soirée. De faire de chacun un acteur du projet de territoire. C'est-à-dire qu'on souhaite que vous vous appropriez ce projet. C'est notre projet, tous ensemble. Avec l'appui d'un cabinet, New Deal, on en parlera tout à l'heure, un cabinet d'experts pour se poser les bonnes questions. Alors vous pourriez nous dire, pourquoi maintenant en tout début de mandature? On a quelques échéances qui nous provoquent des obligations de se prononcer sur certains thèmes. Le premier, un calendrier lié au cadre réglementaire. L'opportunité de lancement d'une ORT, c'est l'opération de revitalisation territoriale, avant le 31/12/2020. En deux, je pense ça dans l'ordre calendrier, le PLUI. Les communes devront se prononcer avant le 31 décembre pour savoir si elles acceptent que le PLUI soit transféré à la communauté de communes ou pas, puisque la compétence PLUI est une compétence intercommunale. 3. En mars 2021, la loi LOM, la loi sur la compétence mobilité, on doit se prononcer sur la loi LOM au mois de mars 2021, donc c'est demain. En juin 2021 ou plus tard, l'évaluation du SCOT. Alors, le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale qu'on a écrit en 2015, pour lequel on doit faire une révision obligatoire avant le mois de juin de l'an prochain. La loi engagement et proximité, on en a parlé tout à l'heure, c'est une loi qui a été prononcée en décembre 2019, donc on doit l'appliquer. Et cinquième point important, c'est l'actualisation de l'ABS. L'ABS, c'est quoi? C'est l'analyse des besoins sociaux. Donc c'est une loi qui date de 2016, et là aussi, on doit se prononcer avant fin juin 2021. Donc beaucoup d'événements, beaucoup de prises de position qu'on aura à prendre dans les 6 mois qui viennent. Donc c'est la raison pour laquelle on a peut-être été un peu vite dans le projet de territoire, mais pour se prononcer sur toutes ces orientations-là, on a vraiment besoin de se concerter tous ensemble sur le projet de territoire. Alors pour ce faire, on a fait appel à un cabinet qu'on a choisi, mais qui a été retenu après bien sûr une procédure d'appel de marché public. C'est le cabinet New Deal. Alors pourquoi on a pris un cabinet? Parce que le cabinet déjà il a une grande expérience en la matière. Ils seront là pour animer nos débats.
C'est un gage d'impartialité, c'est important pour nous tous. Donc on s'appuiera sur le cabinet New Deal et vous aurez bien sûr l'occasion de les rencontrer dans vos communes pour parler du projet de territoire. Donc je vais demander à M. Locatelli et puis Mme Sophie Provost, qui sont donc du cabinet New Deal, de nous faire la présentation. Vous aurez accès à tous les documents ultérieurement. Donc il n'y aura pas de souci, vous aurez accès à ces documents-là. Donc c'est pas la peine de prendre de notes, enfin vous ferez comme vous voudrez. Donc beaucoup de chiffres peut-être, beaucoup de cartes et beaucoup d'informations très intéressantes. Et ce ne sera pas une soirée débat, c'est surtout une soirée de présentation. Les débats ont plutôt lieu dans vos communes et dans les réunions citoyennes. Donc on a demandé à M. Locatelli de faire une présentation sur 1h15, à peu près, 1h15, 1h20. Voilà. Donc bonne soirée à tous et merci beaucoup. Donc bonsoir à tous. Effectivement, l'objectif de cette soirée, c'est pas de rentrer dans les débats, mais de partager un certain nombre d'informations, de faire en sorte que tous les acteurs du projet aient le même niveau d'information pour vraiment participer à la réflexion qui va être la réflexion commune. Vous allez voir, il y a énormément de chiffres, il y en a beaucoup trop. N'essayez pas de les retenir, vous aurez de toute façon accès aux documents. Ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est de vous montrer les enseignements, ce que disent finalement ces chiffres. Donc n'essayez pas de les retenir, vous aurez l'occasion d'y revenir, mais essayez plutôt de voir quelle est la logique qu'il y a derrière ces chiffres. J'ai deux grands objectifs ce soir. La première, c'est de déconstruire un certain nombre d'idées préconçues, de représentations que vous pouvez avoir sur le fonctionnement des territoires. On verra tout à l'heure que l'évolution de l'économie territoriale et surtout l'évolution des modes de vie, la manière dont vivent aujourd'hui nos contemporains, ont complètement bouleversé les pratiques territoriales et le fonctionnement même des territoires. Donc mon premier propos dans la première partie, c'est d'essayer de vous montrer en fait qu'il y a un certain nombre d'idées reçues qu'on continue à véhiculer sur la manière dont fonctionnent les territoires et qu'il faut se débarrasser de ces idées reçues parce qu'elles ne nous aident pas à voir la manière réelle dont fonctionnent les territoires. La deuxième partie, c'est un premier portrait de votre territoire. Alors ça n'a pas du tout vocation ou prétention à être déjà un diagnostic, c'est simplement à la première lecture des grands indicateurs, à la fois démographiques, à la fois économiques, ce qui nous retient notre attention, ce qui nous paraît singulier dans votre territoire. Donc ça sera la deuxième partie. Et la troisième, on ira un peu plus vite, c'est la démarche d'élaboration du projet. J'essaierai de vous rappeler les grandes phases et les phases durant lesquelles vous serez associés. Sachant qu'effectivement, quand on parle de projet de territoire, on est sur un projet qui concerne, ça a été rappelé, le bloc local, c'est-à-dire les communes et l'intercommunalité. On n'est pas uniquement sur un projet qui a vocation à guider l'action communautaire, mais sur un projet qui a vocation à guider l'action publique et l'articulation entre la sphère publique, la sphère associative et la sphère citoyenne sur l'ensemble du territoire. Donc la première partie sur comment fonctionnent les territoires aujourd'hui, ce premier transparent, ce premier slide, il vous résume finalement la conception traditionnelle du fonctionnement des territoires issus de la décentralisation. Vous savez qu'on est un pays en France extrêmement centralisé. Dans les années 70 et plutôt 80, on a commencé un grand mouvement de décentralisation qui a consisté à donner de plus en plus de pouvoir à des collectivités territoriales, la région, le département, la commune, et puis une strate intermédiaire qui n'est pas une collectivité territoriale, puisque, à part la métropole de Lyon qui est une collectivité territoriale, toutes les intercommunalités sont des établissements publics. Ça veut dire qu'ils ne sont pas une strate à part des communes, ces communes et intercommunalités sont deux expressions de la même strate. Ce qui est commun à la décentralisation, c'est cette question du périmètre et des compétences. Ces deux premières notions clés. Derrière la décentralisation et derrière ces deux notions clés, il y a l'idée suivante, c'est que l'efficacité des politiques publiques, elle est directement dépendante de la pertinence du périmètre sur lequel on va les déployer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis le début de la décentralisation? On essaie de redécouper les territoires pour trouver une échelle territoriale, une échelle politique, une échelle administrative, une échelle technique, qui correspondent aux réalités socio-économiques et socio-démographiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée des compétences? Il y a cette idée qu'on va pouvoir confier à un échelon l'intégralité d'une compétence selon le fameux principe de subsidiarité. Ensuite, on a un certain nombre de représentations, et ces représentations, elles sont issues finalement de l'époque à laquelle on a construit la décentralisation.
c'est-à-dire les années 80. Donc, représentation du territoire, représentation de la société, représentation de la collectivité et de ce qui fonde l'intérêt général. J'ai uniquement m'attardé au territoire et à la société. On conçoit les territoires comme des petites nations, c'est-à-dire des systèmes un peu homogènes. On a le sentiment finalement que le territoire, il est quelque part autosuffisant. On a le sentiment que l'économie territoriale fonctionne comme la macroéconomie. Ce qui est important, c'est de produire de la richesse pour développer le territoire. Et ce faisant, on a aussi le sentiment que les territoires sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres pour attirer des entreprises, pour attirer des populations, pour développer des équipements. On a aussi une deuxième représentation fondatrice qui est celle de la société. On a le sentiment d'une société très homogène, avec des groupes sociaux relativement étanches, avec une relation à la société qui est formatée par la relation au travail, unité de temps, tout le monde vit dans les mêmes temporalités, unité de lieu, tout le monde vit à proximité de l'endroit où on habite. Et puis on a aussi ce grand principe républicain d'un ascenseur social qui entraîne tout le monde dans une progression sociale, même si bien évidemment certains vont plus vite que d'autres. À partir de ces deux représentations, alors la collectivité est effectivement un État souverain, hein, quand vous relisez les textes de la décentralisation, il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre, c'est des collectivités, des organisations distinctes de l'État, elles ont une clause de compétence générale, on est revenu avec la note dessus, mais on voit bien qu'on conçoit la collectivité finalement comme étant un petit État qui, sur le périmètre qu'on juge pertinent, va déployer l'ensemble des politiques. À partir de là, on a un certain nombre de grands principes. Le premier principe, c'est l'égalité. Alors l'égalité en France, c'est un mot important, hein, c'est au fronton de la République, et très vite l'égalité va devenir une promesse territoriale. Et au nom de l'égalité, tous les territoires vont revendiquer leur droit au développement. C'est-à-dire qu'en France, on a la conviction que tous les territoires ont vocation à se développer. Et au nom du principe d'égalité, tous les habitants, quel que soit le territoire dans lequel ils résident, ont vocation à accéder à un niveau d'équipement et de services équivalent. Et on verra, dans un pays comme la France, qui est un pays qui est très vaste, dans lequel il y a finalement peu de monde, mais dans lequel il y a du monde de partout, ça va induire un modèle de développement des équipements et des services relativement coûteux qu'on a de plus en plus de mal à assumer. Le deuxième marqueur, le deuxième principe, c'est la proximité. Alors la proximité, on en entend parler en permanence, et c'est vraiment le principal marqueur de l'efficacité territoriale. Et on donne une définition de cette proximité qui est très particulière. La proximité, elle est très géographique dans sa définition initiale. Ce qui est proche, c'est ce qui est à côté de l'endroit où j'habite. Et donc aujourd'hui, que ce soit la démocratie, que ce soit les services, que ce soit les politiques, il faut nécessairement qu'elles s'inscrivent dans le champ de la proximité, mais dans cette définition initiale qui est de la proximité géographique et physique. Voilà. Et puis la mythologie de la taille critique et l'idéologie du local. La mythologie de la taille critique, vous voyez qu'on essaie de faire des grandes régions, on essaie de faire des grandes intercommunalités, on essaie de faire émerger des métropoles. On a le sentiment que plus c'est gros, plus c'est efficace. On verra que ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis le local, c'est un peu, voilà, plus on s'approche du citoyen, plus finalement on a une capacité à définir ce qui relève de l'intérêt général. Donc voilà les grands principes à partir duquel on a construit la décentralisation, et finalement ce qui structure encore beaucoup la manière dont on produit de la politique publique et des services publics. Et vous l'avez compris, mon propos c'est de vous montrer que tout ça, ça fonctionne de moins en moins, et ça fonctionne de moins en moins parce qu'on a un certain nombre d'évolutions. Alors vous voyez, il y a des évolutions qui sont très économiques, c'est notamment la transformation de l'économie territoriale, et il y a des évolutions qui sont plus liées à la fois aux évolutions socio-démographiques, mais aussi à l'évolution des modes de vie qui vont changer les stratégies résidentielles des ménages. Donc je vais aller assez vite sur cette partie, mais essayez bien de retenir simplement les principaux enseignements. Donc, le premier point, c'est la transformation de l'économie. Quand on construit la décentralisation, l'industrie en France est à son apogée en matière d'emploi. Et on a encore 2,5 ou 2,2 millions d'emplois dans l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe depuis? Vous le voyez sur ce grand graphique. On a perdu près de 3 millions d'emplois dans l'industrie. On a perdu 1,4 million dans l'agriculture, 125 000 emplois dans la construction. Et tout ça, ça a été compensé en grande partie par des emplois tertiaires. Que ce soit du tertiaire résidentiel, qu'est-ce qu'on appelle le tertiaire résidentiel? C'est les services à la population, c'est le commerce, c'est les services à la personne. Par du tertiaire productif, c'est du service aux entreprises. Il y a eu des grandes stratégies d'externalisation de certaines fonctions qui étaient au départ intégrées dans les industries qui sont sorties. Et puis par du tertiaire public, c'est quoi le tertiaire public?
c'est la fonction publique d'État, c'est la fonction publique hospitalière, et puis c'est la fonction publique territoriale, les communes, les intercommunalités, les régions et les départements. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on passe d'une économie qui est très productive, avec notamment l'industrie et l'agriculture, à une économie qui est très tertiaire. Et dans des proportions qui sont considérables, puisque quand vous regardez ce graphique-là, vous apercevez qu'aujourd'hui l'industrie, ça ne représente plus que 2,2% de l'emploi en France, que l'agriculture en a 2,7%, mais surtout qu'on a près de 80% des emplois qui sont en France aujourd'hui, et de manière générale dans les pays développés, des emplois tertiaires. Retenez ce chiffre, 80% des emplois aujourd'hui sont des emplois tertiaires. Et bien évidemment, cette évolution de l'économie, elle va avoir une conséquence majeure sur le développement des territoires. C'est-à-dire que l'emploi industriel et l'emploi agricole étaient plutôt en périphérie et plutôt dans les territoires, et l'économie tertiaire, elle va se localiser dans les grandes villes. La carte qui est à votre droite, celle qui est en plus gros, c'est la localisation des emplois en France. Plus le rond est important, plus le nombre d'emplois est important. Plus la couleur est foncée, plus la croissance d'emplois a été importante. Donc vous voyez 4 millions d'emplois à Paris, et ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'emploi, il se concentre, et il s'est concentré essentiellement dans les grandes agglomérations, ce qu'on appelle aujourd'hui des métropoles. Vous voyez Lyon, vous voyez Marseille, vous voyez Toulouse, vous voyez Bordeaux, vous voyez Nantes, vous voyez Rennes, vous voyez Lille, vous voyez Strasbourg. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez les derniers chiffres, ce qui s'est passé en 2018, on a 84% des créations nettes d'emplois dans le secteur privé qui se sont concentrées dans les agglomérations, dans les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. Donc massivement, les emplois qui étaient dans les territoires sont re-rentrés dans les villes. Ce qui est re-rentré dans les villes, c'est aussi la carte qui est au-dessus, c'est les centres de décision. La carte qui est au-dessus, c'est les centres de décision des entreprises de plus de 500 salariés. Et vous voyez qu'il y a une extrême concentration en France, avec Paris, effectivement, et ensuite on a un peu Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse. Et puis la carte qui est en dessous, c'est la carte des cadres et des professions supérieures. Et là encore, vous retrouvez cette concentration dans les grandes villes. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que l'emploi, qui était l'emploi productif, est devenu de l'emploi tertiaire, et il est sorti des territoires pour rentrer dans les villes. La difficulté, c'est que les personnes, les habitants, ont fait exactement le chemin inverse. Donc vous le voyez sur ce schéma, les grands pôles urbains, donc là on est sur une échelle temporelle qui est un peu plus courte, puisqu'on est ce qui s'est passé depuis 1990. Et vous voyez que les grands pôles urbains ont perdu 1,4 million d'habitants, et ce transfert de population s'est opéré essentiellement au profit des communes périurbaines, voire des communes rurales. Donc vous avez de l'emploi qui est parti des territoires pour rentrer dans des villes, et vous avez des populations qui ont fait exactement le chemin inverse. Il y a un indicateur sur lequel il faut être extrêmement vigilant en France, c'est l'évolution du coût du logement. Vous voyez là, le petit diagramme qui est en dessous, vous avez une courbe qui est rouge, c'est l'évolution du coût du logement. Et vous avez une courbe qui est noire, c'est l'évolution du pouvoir d'achat. En gros, entre la Deuxième Guerre mondiale et l'an 2000, on a une évolution du coût du logement qui est inférieure à l'évolution du pouvoir d'achat. Et en 10 ans, entre 2000 et 2010, le coût du logement va être multiplié par 2 en France. Vous voyez, ça passe d'un indice 100 à un indice 130 pour le revenu disponible des ménages, et on passe d'un indice 100 à un indice 218, donc multiplié par 2, en moyenne en France, et on va être à 250 quand on est dans les zones les plus tendues, en Île-de-France ou dans la région lyonnaise par exemple. Et donc, la part de dépenses consacrées par les ménages pour se loger et se chauffer dans leur budget va être de plus en plus importante. Vous voyez, 6% dans les années 60, 12% dans les années 80. On est aujourd'hui à 28%, mais 28% en moyenne. Et ce qu'on a appelé le premier décile, c'est les 10% de ménages les moins riches. Ils sont aujourd'hui contraints de consacrer plus de 50% de leurs revenus pour se loger. Donc un point très important qui va en partie déterminer les stratégies résidentielles des ménages, c'est cette formidable augmentation du coût du logement. En 10 ans, le coût du logement a été multiplié par 2 en France, alors avec des effets générationnels très importants. Si vous avez acquis votre logement avant 2000, vous avez multiplié par 2 votre capital sans rien faire.
Par contre, si vous êtes un jeune ménage aujourd'hui, acquérir un logement dans une métropole, ça devient quasiment impossible. Et de fait, on va beaucoup parler de mobilité aujourd'hui, on va parler de 3 mobilités. La mobilité physique, alors vous verrez, elle a explosé, 5 km par jour et par habitant dans les années 60, on est à 45 aujourd'hui. On va parler d'une autre mobilité dont on ne parle pas souvent, qui est pourtant essentielle, qui est la mobilité professionnelle. C'est les chefs de ménage qui changent d'emploi chaque année. Et on va parler aussi de la mobilité résidentielle, c'est la population qui change de domicile. Et contrairement à une idée répandue, la mobilité résidentielle baisse en France. Vous voyez qu'elle a baissé de 6 points par rapport aux années 90. Et non seulement les Français déménagent moins, mais en plus, ils déménagent moins loin. Donc retenez le fait que les ménages, aujourd'hui, ont baissé leur mobilité résidentielle, et quand ils déménagent, ils vont moins loin par rapport à leur domicile historique. Ensuite, on a un certain nombre d'évolutions des structures démographiques. Vous voyez aujourd'hui la taille moyenne des ménages, elle est à 2,2 personnes par foyer, par ménage et donc par logement. Elle était à 3,1 personnes dans les années 70. Ça veut dire qu'avec le même stock de 1000 logements, vous logez aujourd'hui 900 personnes de moins. Et ce que nous dit l'INSEE aujourd'hui, c'est que cette diminution de la taille des ménages, elle va se poursuivre. Alors, on verra tout à l'heure chez vous, vous avez une taille des ménages qui est supérieure à la moyenne, elle est de 2,4 personnes par ménage, alors que la moyenne est à 2,2. Et vous verrez que quand on va être dans des villes, on va se retrouver à des tailles moyennes de ménage à 1,7, 1,8. Et cette décohabitation, enfin cette diminution de la taille des ménages va continuer. Regardez également ce qui se passe. On a aujourd'hui 62% des ménages en France qui sont des ménages sans enfants, avec une part prépondérante de ménages composés d'une personne. Ce n'est pas le cas sur votre territoire, mais vous voyez qu'en moyenne, au niveau national, c'est la catégorie de ménage la plus représentée. Et puis effectivement, un nombre croissant de familles monoparentales dans lesquelles on a un adulte et un enfant. Donc de moins en moins de ménages avec enfants, et de plus en plus de ménages composés soit de 2 personnes, soit d'une seule personne. Donc vous voyez sur cette courbe, en bleu, vous avez l'évolution des ménages d'une personne, en vert, vous avez l'évolution des ménages avec enfants, et en rouge, vous avez l'évolution des ménages sans enfants. Okay, la courbe, elle parle d'elle-même, de moins en moins de ménages avec enfants, et de plus en plus de ménages d'une personne. Vous avez une autre évolution qui est majeure, celle-ci vous la connaissez, mais souvent on ne prend pas la mesure de l'ampleur du phénomène de vieillissement. Regardez le schéma en bas. Dans les années 70, on a 1 personne sur 8 qui a plus de 65 ans. Aujourd'hui, on a 1 personne sur 5, et en 2060, l'INSEE nous dit qu'1 personne sur 3 en France aura plus de 65 ans. Et vous verrez sur votre territoire qu'on a déjà des communes dans lesquelles le pourcentage d'actifs par rapport au pourcentage d'inactifs est devenu inférieur, et dans laquelle la part des plus de 60 ans est très largement supérieure à la part des moins de 20 ans. Donc le vieillissement de la population, l'évolution des modes de vie. Donc dans l'évolution des modes de vie, le premier point qu'il faut retenir, c'est l'évolution du travail féminin. Vous voyez, quand on construit la décentralisation, on a moins d'une femme sur 2 en âge de travailler qui travaille. Aujourd'hui, le taux d'activité féminin est quasiment équivalent au taux d'activité masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un ménage, ce n'est pas un emploi qu'il faut trouver comme avant, c'est 2 emplois. Et on verra qu'avec la mobilité professionnelle, la capacité pour un ménage à trouver 2 emplois simultanément à côté du même lieu de travail va devenir de plus en plus difficile. Donc, 71% de couple de biactifs. Un autre point, c'est la diminution du temps consacré au travail. On a le sentiment qu'on passe notre vie à travailler. Vous voyez, en gros, on passe 10% de notre vie à travailler. On était à 40% au début du XXe siècle. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'on passe beaucoup de temps sur les études et puis on vieillit plus longtemps. Mais regardez la ligne derrière, c'est en moyenne les actifs en 2018, on travaille 1520 heures, c'est-à-dire 17% des heures annuelles disponibles. Et forcément, autant le travail structurait fortement les territoires, autant dans une société où il y a plus de loisirs, ou en tout cas le travail est moins structurant, ça va avoir des influences majeures sur la manière dont fonctionnent les territoires. Développement de la mobilité physique
Je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc vous verrez sur votre territoire qu'il y a des taux de motorisation de personnes qui ont 2 véhicules. Donc vous voyez, dans les années 60, 5 km par jour et par habitant, on est à 45 km aujourd'hui, et 18 km pour les cadres, 40 km pour les ouvriers. Et plus on est dans des zones périurbaines, plus les distances parcourues chaque jour sont importantes. 45 km en moyenne par jour et par habitant en France. Vous verrez tout à l'heure une carte, ça vous donnera à peu près la mesure de ce que la mobilité produit sur les territoires. Et puis il y a un dernier élément sur la mobilité dont on ne parle jamais, mais qui est pourtant extrêmement déterminant, c'est la mobilité professionnelle. On appelle mobilité professionnelle le fait que le chef de ménage d'un ménage change d'emploi. Avant, on avait des individus qui passaient toute leur vie dans la même entreprise ou dans la même administration. Aujourd'hui, vous voyez, 18% des chefs de ménage changent d'emploi chaque année, mais si on enlève les gens du public qui ne changent pas, et si on se concentre sur les chefs de ménage privés, c'est 43%. Ça veut dire que quasiment un chef de famille d'un ménage travaillant dans le privé change d'emploi tous les 2 ans. Donc on a une telle mobilité professionnelle, et bien évidemment, plus on est jeune, plus cette mobilité est importante, avec la précarité liée au CDD, etc. Donc si on combine la mobilité professionnelle avec le nombre de couples de biactifs, la possibilité pour un couple qui recherche 2 emplois, d'avoir ces 2 emplois à proximité du même domicile, elle devient quasiment nulle. Et c'est pour ça que les ménages ont complètement changé leur stratégie résidentielle. Autre évolution importante liée à ces 2 phénomènes, effectivement, vous voyez, 64% des actifs travaillent aujourd'hui en dehors de la commune dans laquelle ils habitent. Et même dans les communes dans lesquelles il y a plus d'emplois que d'actifs, le pourcentage de gens qui sortent reste aux alentours de 60-70%. Vous me direz, c'est pour ça qu'on a fait l'intercommunalité. On s'est dit, en élargissant le périmètre, on va résoudre ce problème-là. Et c'est la carte que vous avez en bas. Cette carte-là, c'est la dernière carte des EPCI suite au schéma de 2017. On a quand même réduit de 52% le nombre d'EPCI en France, le nombre d'intercommunalités en France. Et bien malgré ça, vous voyez qu'on n'a que 25,43% des EPCI qui sont équilibrés en emploi actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en élargissant les périmètres, on a toujours des gens aussi mobiles, on a toujours autant de gens qui sortent des périmètres, même en les élargissant. Autre point important qu'on appelle la désynchronisation des temps sociaux, je vous disais au départ, la société, tout le monde vit dans les mêmes temporalités qui sont les rythmes imposés par la société industrielle. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a que 37% des actifs qui ont désormais une journée de travail standard. Tous les autres sont sur des horaires atypiques, tous les autres sont sur du temps partiel, et pour 71% des couples de biactifs, il y a moins d'une journée sur 2 qui est en moyenne synchrone. Donc vous voyez les difficultés dans l'organisation quotidienne. Et je vais finir par 2 éléments importants pour vous décrire ce panorama du fonctionnement des territoires. Le premier, c'est le développement des inégalités. Je disais tout à l'heure que quand on construit la décentralisation, on a finalement un ascenseur social qui emmène tout le monde dans une ascension sociale permanente. Bien sûr, il y en a qui vont beaucoup plus vite, mais finalement, tout le monde progresse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Sur les 10 dernières années, le revenu des ménages s'est accru de 260 milliards, mais l'essentiel a été capté par les 10% les plus riches. Et surtout, quand vous êtes en dessous du revenu médian, c'est la barre à partir de laquelle 50% gagnent plus, 50% des ménages gagnent moins. Quand vous êtes en dessous de la barre du revenu médian, vous voyez que vous avez des pertes nettes aujourd'hui de pouvoir d'achat. Donc pour la première fois en France, on a des ménages non seulement qui ne progressent plus, mais on a vraiment des ménages qui commencent à décrocher. Et bien évidemment, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les personnes les plus âgées qui sont victimes de ce développement accéléré des inégalités, ce sont les personnes les plus jeunes, en lien notamment à ce que je vous disais tout à l'heure sur le revenu des ménages. Et le dernier élément, pour bien comprendre le fonctionnement des territoires, c'est effectivement ce rapport à l'avenir. Ce schéma-là, c'est le schéma d'une étude de l'OCDE qui a été réalisée en 2018. A été calculé le nombre de générations qu'il faut pour passer du premier décile au revenu médian. C'est quoi? Quand vous êtes dans les 10% des ménages les moins riches, combien de générations vont mettre vos enfants, vos petits-enfants, etc., pour arriver au revenu médian, c'est-à-dire à la ligne de partage entre les 50% qui gagnent plus et les 50% qui gagnent pas.
Et bien en France, vous voyez qu'aujourd'hui, il faut 6 générations pour passer du premier décile au revenu médian. 6 générations. Quand on est au Danemark ou quand on est en Norvège, il faut entre 2 et 3 générations. Et donc ça aussi, c'est un phénomène nouveau. On n'est pas un des pays les plus inégalitaires au monde, mais on est un des pays dans lesquels la reproduction sociale est la plus forte, c'est-à-dire un des pays dans lesquels la situation économique et la situation culturelle des parents va le plus influer sur la trajectoire sociale des enfants. Donc, très résumé, voilà ce qui s'est passé dans la société française et dans les territoires sur les 30 dernières années. Et bien évidemment, ah oui, juste ce point-là pour terminer. Je vous ai montré la première carte en haut qui était la carte des cadres. Et aujourd'hui, on a un discours qui consiste à dire on met les cadres et les gens riches dans les villes et on met les pauvres en périphérie. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. On met effectivement les gens les plus riches dans les grandes villes, mais les pauvres sont aussi dans les grandes villes. Et c'est la carte que vous avez en dessous. Ce qui va en périphérie, ce sont essentiellement des classes moyennes. Mais c'est aussi effectivement les gens qu'on va retrouver dans cette partie-là, c'est-à-dire autour de ces catégories-là. Ce n'est pas les plus pauvres. Ces catégories-là, on va les retrouver plutôt dans les grandes villes ou dans les premières cohortes des grandes villes, mais ceux qui sont autour de cette catégorie-là, effectivement, on va les retrouver en périphérie. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que, bien évidemment, ça a des conséquences très importantes sur le fonctionnement des territoires. J'ai dit tout à l'heure qu'au départ, on pense que l'économie territoriale fonctionne comme la macroéconomie. Il faut produire de la richesse. Aujourd'hui, on voit que la tertiarisation de l'économie va entraîner ce qu'on appelle une spécialisation fonctionnelle des territoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nature des emplois qu'on a dans les villes, ce n'est pas la nature des emplois qu'on a en périphérie, et notamment dans le rural. Dans les villes, on va avoir de l'économie productive dématérialisée, et dans les territoires périphériques, on va avoir essentiellement de l'économie présentielle. C'est-à-dire que l'économie, ça va être l'économie qui est liée à la présence des individus dans un territoire. Ce qui veut dire que pour la plupart des territoires, l'enjeu, ce n'est pas de produire de la richesse, c'est de capter des revenus et de réinjecter ces revenus captés via les dépenses de consommation dans l'économie locale. Je vous le montrerai, je vous l'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Le deuxième point qui est majeur, c'est que l'évolution des modes de vie a bouleversé les pratiques territoriales et que chaque individu aujourd'hui a un territoire dans lequel il dort et une multitude de territoires dans lesquels il va vivre. Et on a de moins en moins de capacité à enfermer les gens dans les territoires. Tout ça, ça conduit à quoi ? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, il y a les emplois qui rentrent, les gens qui sortent. Voilà. Voilà à quoi ça conduit. Aujourd'hui, la géographie française, c'est ça. La première carte, celle en rouge avec les traits, c'est les relations domicile-travail quotidiennes en France. Chaque fois qu'il y a un trait, c'est qu'il y a un individu qui part de chez lui pour aller travailler, et plus le trait est important, plus il y a de nombre de personnes qui font ce trajet-là. Et donc vous voyez qu'effectivement, tous les jours, la France est traversée par une multitude de flux de personnes, on verra aussi de transferts de masse salariale et de capitaux. Et la deuxième carte, c'est en fait la manière dont fonctionnent réellement les territoires. Ce qu'ont contribué à faire émerger ces deux phénomènes de tertiarisation, de spécialisation fonctionnelle et d'évolution des modes de vie, c'est l'émergence de grands systèmes territoriaux dans lesquels, contrairement à ce qu'on a pensé pendant des années, les territoires ne sont pas posés les uns à côté des autres et indépendants, mais constituent au contraire un grand système territorial dans lequel tout le monde est interdépendant. Et vous voyez bien le poids à chaque fois, vous voyez qu'au cœur du système, il y a une très grande ville. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus penser le territoire comme une île au milieu d'un océan, et on ne peut plus se concentrer, et vous verrez, on vous incitera à ça dans le projet de territoire, on vous incitera à regarder autant dehors que de regarder dedans, parce qu'aujourd'hui, l'intensité des relations entre les éléments du système, ce que nous on appelle les dynamiques exogènes, vont être tout aussi structurantes du fonctionnement de votre territoire que ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, les territoires ne sont pas des entités indépendantes, autonomes, mais sont des éléments d'un grand système et nécessairement se pose la question de quelle place, en tant que territoire,
j'occupe dans ce système? Quelle est ma fonction en tant que territoire dans ce système? Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires. Il y a juste un point, un point important sur la proximité. Parce que la proximité, ça reste le marqueur de l'efficacité territoriale. Et tout le monde réclame des services de proximité. Il y a bien évidemment des gens qui restent encore peu mobiles et pour lesquels la proximité géographique est fondamentale. Mais on a fait une étude sur les temps de présence réels dans les territoires et les heures d'ouverture réelles des services publics notamment. Ça se recoupe à moins de 20%. C'est-à-dire que dès lors qu'on a cette géographie-là, et bien pour une grande partie de la population, quand les services sont ouverts, les gens ne sont pas dans la commune dans laquelle ils habitent et donc ne peuvent pas profiter de ces services. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'est l'attente de toute une partie d'individus, c'est une proximité qui est plus une accessibilité. Ce qui est proche, ce n'est pas ce qui est à côté de l'endroit où j'habite, c'est ce qui est à côté de l'endroit où je suis, et en fonction des horaires de la journée, je suis dans des territoires complètement différents. Quand j'en ai besoin, c'est-à-dire avec mon rythme personnel, et on l'a vu tout à l'heure que c'était des horaires de plus en plus désynchronisés, et avec les moyens qui sont le plus pratiques pour moi, et là c'est effectivement toute la numérisation, toute la digitalisation des services publics. Et le dernier point pour finir sur ça, c'est ce que nous enseigne un peu cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle nous dit plusieurs choses. La première chose qu'elle nous dit, c'est qu'elle révèle les limites par lesquelles on a abordé la question environnementale. Parce que quand on regarde réellement, les collectivités depuis des années développent des politiques environnementales, mais on n'a pas vraiment changé le logiciel. L'essentiel des stratégies territoriales sont des stratégies qui sont construites sur des logiques de croissance. Tous les territoires veulent avoir plus de population. Tous les territoires veulent avoir plus d'emplois. Tous les territoires peuvent avoir plus d'équipements. Le problème aujourd'hui, c'est que dans un monde fini, est-ce que tous les territoires peuvent se développer simultanément? Surtout, si on élargit un peu le regard sur les problématiques environnementales, on a bien évidemment la question du réchauffement climatique, on a bien évidemment la question de la perte de biodiversité et de la destruction des milieux naturels, mais on a un problème tout aussi fondamental qui est l'épuisement des ressources de la planète. C'est le fameux concept du jour du dépassement. C'est quoi le jour du dépassement? C'est on calcule les ressources que l'activité humaine consomme chaque année par rapport à la capacité de la planète à régénérer ses ressources. Quand on était dans les années 70, le jour du dépassement, c'était aux alentours du 27 décembre. Aujourd'hui, on est en juillet. C'est-à-dire tout le reste, on vit à crédit. Et on calcule aussi le jour du déplacement en se posant la question de si tout le monde vivait comme les Français dans le monde, combien de planètes il faudrait? Si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes. Si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait 5 planètes. Donc effectivement, on arrive aujourd'hui aux limites d'une logique dans laquelle on considère que tous les territoires peuvent se développer simultanément. Et puis, dernier élément qui est le regard sur le fonctionnement des territoires. Effectivement, aujourd'hui, le regard sur les territoires est en train de changer. C'est plus qu'une question d'opportunité, opportunité d'emploi, opportunité d'équipement, de services. C'est plus qu'une question d'aménité, c'est-à-dire la qualité de l'environnement, la qualité de l'habitat. C'est aussi tout le champ de la résilience et la capacité du territoire à protéger ses habitants. Et on voit bien que la capacité du territoire à préserver ses ressources, l'eau, l'air, le foncier, demain vous allez avoir une loi qui s'appelle la zéro artificialisation nette. Vous n'aurez plus la possibilité d'artificialiser 1 mètre carré sans dénaturer 1 mètre carré à côté. La question de la relocalisation d'activités vitales, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie sanitaire, le niveau de service public, on s'aperçoit que ce sont aujourd'hui des éléments fondamentaux de la résilience des territoires, donc le regard sur les territoires est en train de changer. En tout cas, sur cette première partie, ce que je vous demande de retenir le plus, c'est qu'effectivement, le fonctionnement des territoires a changé, parce que l'économie territoriale a changé, et parce que les modes de vie ont changé, et qu'aujourd'hui les territoires sont interdépendants, et qu'il faut arriver à penser cette interdépendance. Avant de passer à la deuxième partie, vous avez des demandes, des questions ou des demandes d'intervention sur ce que je viens de raconter? C'est clair pour vous? Alors,
le regard sur votre territoire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, par rapport à cette toile de fond, est-ce que finalement, votre territoire se comporte de la même manière? Quelles sont ses spécificités? La première chose qu'on a remarquée, c'est l'évolution de votre dynamique démographique. C'est comment évolue votre population. Alors, vous avez 3 courbes. La courbe verte, c'est la variation annuelle de la population. C'est votre augmentation annuelle de population. La courbe bleue, c'est l'évolution qui est due au sol migratoire. Et la courbe rouge, c'est l'évolution qui est due bleu au sol naturel et l'évolution au sol migratoire. Pour qu'une population augmente, il y a 2 raisons. Soit il y a plus de naissances que de décès, sol naturel, soit il y a plus de gens qui viennent que de gens qui sortent du territoire. Ce qu'il faut remarquer là, c'est qu'effectivement, la courbe verte, celle de l'évolution de la population, elle est directement corrélée à l'évolution du sol migratoire, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux habitants dans le territoire. Et ce qu'on remarque, c'est que vous avez une évolution de la population qui est faible, 0,2% par an sur la période 2012-2017, et une évolution due au solde migratoire qui est également faible. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez moins d'habitants sur votre territoire qu'il y en avait en 1968. Alors après, effectivement, vous avez une grosse période où vous perdez de la population. Vous voyez la période 68-75, on a une évolution annuelle qui est négative, pareil en 82-90, pareil en 90-99. Ça va un peu mieux à partir de 2000, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur une évolution, une courbe qui recommence à plonger avec effectivement un sol migratoire qui n'est pas très favorable. Ce n'est pas spécifique à votre territoire, puisque vous êtes au-dessus même de la moyenne départementale. Ça veut dire que votre territoire a un dynamisme démographique supérieur à la moyenne de son département. Mais par contre, vous voyez que vous êtes en dessous de la moyenne régionale et en dessous de la moyenne nationale. Donc le premier point à retenir, c'est que vous avez une dynamique démographique qui est relativement modeste, et notamment un sol migratoire qui est relativement modeste. Votre territoire, si on le compare sur les 10 dernières années, il accueille 793 habitants de plus aujourd'hui qu'il n'en accueillait il y a 10 ans. Quels sont ces habitants? Vous voyez que si on fait la comparaison par tranche d'âge, il y a 160 habitants de moins sur la tranche 0-29 ans, il y a 17 habitants de moins sur la tranche 30-59 ans, et il y a près de 1000 habitants de plus sur la tranche plus de 60 ans. Donc en gros, effectivement, l'évolution du nombre de personnes de plus de 60 ans est supérieure à l'évolution totale du nombre d'habitants. Et comme on est, je vous l'expliquais tout à l'heure, dans une société qui vieillit, s'il n'y a pas d'apport par le sol migratoire de personnes plus jeunes, effectivement, le phénomène de vieillissement est plus important. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez gagné 793 habitants, mais quand on regarde dans les classes d'âge, le gain, il est supérieur sur la catégorie d'âge des plus de 60 ans. Si on compare à la moyenne du département, à la moyenne de la région, à la moyenne de la France métropolitaine, vous voyez qu'effectivement, vous avez près de 3 points de plus de la catégorie des plus de 60 ans, et vous êtes en dessous sur la période des 0-29 ans. Donc vous n'êtes pas sur un territoire qui est un phénomène qui est complètement déséquilibré, puisque vous avez encore effectivement une tranche des 0-29 ans qui est loin d'être négligeable. Mais par contre, vous voyez que vous avez moins de 30-59 ans et vous avez plus de 60 ans. On a calculé ce qu'on appelle un indice de vieillissement. Donc vous voyez la définition. L'indice de vieillissement, c'est le rapport entre la population des plus de 65 ans et la population des moins de 20 ans. Si on a un indice de 100, ça signifie que les plus de 65 ans et les moins de 20 ans sont dans les mêmes proportions, c'est-à-dire pour 100 personnes de plus de 20 ans, j'ai 100 personnes de plus de 65 ans. Plus l'indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus l'indice est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées. Et donc vous voyez que votre indice est à 82 quand la moyenne nationale est à 80. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 82 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans. Alors le problème, c'est que ça masque des disparités par commune considérables. Puisque vous voyez que vous avez des communes en tache bleue très foncée
Là, on a le 31, ça veut dire qu'il y a 31 personnes de plus de 65 ans par rapport à 100 personnes de moins de 20 ans. Mais vous avez aussi des communes, et on vous les a classées, vous pourrez retrouver votre commune. Vous avez effectivement des communes dans lesquelles aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Cran, dans lesquelles on a 161 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans. Donc vous voyez que dans votre territoire, on a effectivement déjà, si on regarde cet indice de vieillissement, des choses qu'il faut regarder. Au passage, et c'est ça qui est assez intéressant, regardez, plus c'est vieux, plus c'est bleu, plus les populations sont jeunes. Effectivement, à chaque fois, je vais regarder les grandes villes. C'est-à-dire dans les grandes villes, je vais avoir des populations qui sont les populations les plus jeunes. Donc vous n'êtes pas sur un... Voilà, c'est pas encore... il y a des territoires qui sont beaucoup plus en difficulté, mais on commence déjà à avoir ce phénomène-là. Si on compare à ce qui se passe dans un environnement un peu plus élargi, vous voyez, vous avez Angers et Rennes, donc villes qu'on peut appeler des métropoles, sur lesquelles l'indicateur est beaucoup plus favorable, puisqu'il est à 62 pour Angers, 69 pour Rennes, et vous voyez qu'il est à Châteaubriand à 113, et en moyenne sur la Mayenne, il va être à 122. Voilà. Donc vous avez déjà un phénomène là qu'il faut regarder avec attention. Le deuxième indicateur qu'on vous propose, c'est ce qu'on appelle l'indice de dépendance économique. En gros, c'est le rapport entre ceux qui sont censés ne pas travailler, les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, et ceux qui sont en situation de travailler les 20-59 ans. Il est jugé défavorable lorsqu'il est supérieur à 100, ce qui signifie qu'il y a plus de personnes potentiellement inactives que de personnes potentiellement en âge de travailler. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on était à 82 par rapport à 80. Là, on est sur un indicateur qui commence déjà à se dégrader un peu plus, puisque la moyenne du territoire est à 119, alors que la moyenne nationale est à 99. Donc là, on commence à avoir un écart qui est le plus important, avec toujours pareil des différences importantes en fonction des communes. Donc il y a des choses qui se passent à l'intérieur même du territoire, vous le regarderez également, où effectivement on a toute une série de communes qui ont un indicateur supérieur à 110, toute une série de communes qui sont supérieures à 100, mais bon, ça reste encore proportionné, et puis par contre des communes qui effectivement sont inférieures à 100. Donc l'indicateur de dépendance économique et l'indicateur de vieillissement qui nous donne quelques idées de la manière dont aujourd'hui évolue la population du territoire. Pour autant, votre taille des ménages reste élevée. La moyenne de la France métropolitaine est à 2,2, vous êtes à 2,4. Quand on compare avec le département de la Mayenne, vous êtes un peu en dessous, et vous êtes effectivement en dessous de la moyenne de votre région, qui est celle de la moyenne de la France métropolitaine. Et puis on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus on va dans des grosses villes, plus la taille moyenne des ménages diminue. Par contre, comment évolue cette taille des ménages ? Vous voyez que les ménages d'une personne ont fortement augmenté, les familles monoparentales ont fortement augmenté, et qu'est-ce qui diminue ? Ce qui diminue, c'est d'abord les ménages composés de couples avec enfants. Donc là, par rapport au choix que vous avez à faire en matière de politique publique, ça a une influence vraiment importante. Vous voyez que les ménages d'une personne, ils étaient à 27,8%, ils passent à 29,7%. Vous voyez que les familles monoparentales passent de 3,6 à 4,8 personnes et que aujourd'hui, les couples sans enfants sont la catégorie de ménage la plus représentée dans votre territoire. C'est une spécificité, puisque je vous montrais tout à l'heure qu'à l'échelle nationale, ce sont d'abord les ménages d'une personne qui sont surreprésentés. Donc effectivement, un poids des ménages composé d'une personne faible. Regardez, quand on va dans les villes, vous voyez, vous avez quasiment une personne, un ménage sur deux dans les grandes villes qui est composé d'une seule personne. Vous êtes sur 30% des ménages qui sont des ménages composés d'une seule personne. Donc là encore, une spécificité. Ça, bien évidemment, ça a des influences sur le logement. Vous voyez aujourd'hui l'évolution de votre population et l'évolution de votre parc de logement. Donc là, on s'est attaché aux résidences principales. En gros, si on compare l'évolution de votre population depuis 1975, on n'est pas passé depuis 68, parce qu'effectivement, là, on a une perte de population. Vous êtes passé d'un indice 100 à un indice 104 en termes de population. Donc quasiment, votre population est stable. Par contre, vous voyez que pour loger ce même volume de population, vous êtes passé d'un indice
100 à un indice 136 en matière de logement. Si vous regardez ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, 793 habitants de plus, 654 résidences principales. Chaque fois que vous créez un logement, vous logez en moyenne dans ce logement supplémentaire 1,21 habitants de plus. Et ça, c'est vraiment l'impact de l'effet stock sur la décohabitation. Vous vous rendez compte, chaque fois qu'aujourd'hui, vous êtes à 2,4 personnes par ménage en moyenne, mais chaque fois que vous créez un logement supplémentaire, en moyenne, il accueille sur votre territoire, sur la dernière période, 1,21 habitants supplémentaires. On voit qu'il y a quand même une petite courbe, hein, c'est la courbe rouge sur les logements vacants qui a augmenté. Vous avez 7,26% du parc en 75 de logements vacants, vous êtes à 10,82 aujourd'hui. Voilà, c'est des indicateurs qu'on commence à regarder quand on passe la barre des 10. Et surtout, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les nouveaux logements que vous créez correspondent à l'évolution des ménages. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de moins en moins de gros ménages, et de plus en plus de ménages d'une personne et de familles monoparentales. Donc aujourd'hui, vous avez 93% de maisons individuelles, et dans ces maisons individuelles, il y a 54% de logements qui sont des 5 pièces ou plus, et 26% qui sont des 4 pièces dans le logement. Et regardez ce qui est en train de se passer, c'est que la courbe verte, qui est les 4 pièces, et la courbe violette, qui est les 5 pièces, augmentent, alors que les autres, 3 pièces, 2 pièces et 1 pièce, diminuent. Donc en gros, vous continuez à produire des grands logements, alors que vos ménages, la taille des ménages, continue à diminuer. Donc là, forcément, on va se poser la question de l'adéquation entre ces deux dynamiques. Voilà, vous avez effectivement, c'est le tableau d'en bas, un nombre de locataires plus faible que la moyenne départementale, régionale et bien sûr que la moyenne nationale, dans des proportions qui sont quand même considérables. On verra que c'est un impact tout à l'heure quand on verra les taux de pauvreté. Pour autant, malgré tout ça, et ça va être un sujet aussi important, vous avez une consommation foncière qui est loin d'être négligeable. Puisque vous voyez que entre 2009 et 2017, vous avez artificialisé 235 hectares supplémentaires. Alors que, globalement, vous avez une population qui a une dynamique démographique qui est relativement faible. Il faut savoir que sur l'artificialisation, 75% des terres consommées, c'est généralement pour l'habitat. On a à peu près 22, 23, 24% pour l'économie et le reste pour les infrastructures. Mais quand on regarde exprimé en pourcentage de la surface de la commune, ce que vous avez sur ce schéma, ou en volume total, vous verrez qu'on a quand même des consommations foncières qui sont loin d'être négligeables et qui vont interroger finalement votre modèle de développement et votre modèle d'aménagement du territoire. Donc voilà ce qui s'est passé au niveau de la population. Après, on s'est intéressé à ce qui s'est passé au nombre d'emplois. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on se base par rapport à 75, on a un nombre d'emplois qui est inférieur. Donc la courbe verte, c'est l'évolution du nombre d'habitants. La courbe violette, c'est l'évolution du nombre d'emplois. Vous avez ce qu'on appelle un indicateur de concentration d'emplois. C'est quoi? C'est le nombre d'emplois qui sont présents dans le territoire par rapport au nombre d'actifs occupés qui y résident. Donc ça mesure quoi? Ça mesure la capacité du territoire à donner à travailler aux actifs qui habitent le territoire. Vous avez 82,3 emplois pour 100 actifs occupés résidents. C'est-à-dire que le territoire est dépendant d'autres territoires pour donner à travailler à ces actifs résidents. Ce qu'il faut noter, c'est que ce ratio a plutôt tendance à se dégrader, puisqu'il était de 86,8% en 2007. Il se dégrade un peu. Un indicateur à 82, c'est plutôt un bon indicateur. C'est loin d'être un indicateur négligeable. Dans beaucoup de territoires équivalents, on va être aux alentours de 50, voire en dessous. Donc à 82, vous êtes loin d'être sur un indicateur négligeable. Regardez, aujourd'hui, la moyenne départementale est à 98, la moyenne de la France métropolitaine aussi à 98,4. Et effectivement, le phénomène que je vous indiquais tout à l'heure de la concentration de l'emploi dans les grandes villes, vous voyez à Laval, il y a 118 emplois pour 100 actifs, et à Angers, 120 emplois pour 100 actifs occupés. Donc vous avez un indicateur de concentration d'emploi à 83,7, qui n'est pas un mauvais indicateur, mais par contre il faut regarder la pente parce qu'il a plutôt tendance à se dégrader.
C'est quoi la nature des emplois qui sont présents dans le territoire? Vous voyez qu'il y a 26,3% des emplois proposés qui sont des emplois dans le commerce, les transports et les services, 2,4% pour l'industrie, 16,2% dans l'agriculture et 25% dans l'administration et l'enseignement. Bien évidemment, le plus notable, c'est la surreprésentation des emplois dans l'agriculture et des emplois dans l'industrie. Ça, c'est effectivement très très spécifique. Si vous comparez ce qu'il y a dans l'agriculture, vous avez 13 points de plus que la moyenne nationale. Sur l'industrie, vous avez 10 points de plus que la moyenne nationale. Par contre, dans le commerce, transport et services, vous êtes à 20 points en dessous. Donc ça, c'est quand même un levier de développement. Et sur l'administration, enseignement, santé, vous êtes à 6 points en dessous. Donc effectivement, la nature des emplois proposés sur le territoire, ça, c'est une vraie spécificité. Ensuite, on a essayé de voir comment évoluer l'emploi en fonction de deux grandes sphères. Ce qu'on appelle la sphère productive. Donc vous voyez, la sphère productive, c'est l'industrie, le tertiaire, l'agriculture, l'énergie, le commerce de gros. Et puis ce qu'on appelle la sphère présentielle, c'est les services aux particuliers, la construction, la santé, le commerce de détail, et le tourisme. En gros, c'est tout ce qui est lié à la présence d'individus sur un territoire. En économie territoriale, on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui crée les emplois? Est-ce que c'est les emplois qui attirent la population, ou est-ce que c'est la présence de population qui va générer la création d'emplois? Et en fait, on s'aperçoit qu'on a les deux phénomènes en fonction des territoires. Il y a des territoires dans lesquels, quand on va être à Toulouse par exemple, c'est l'industrie qui va attirer la population. Quand on va être à Bordeaux, il n'y a quasiment pas d'emploi productif, c'est la dynamique résidentielle qui va créer l'emploi dans la sphère présentielle. Et donc vous voyez que vous avez une évolution qui est vraiment très intéressante parce que vous avez perdu 2000 emplois productifs. Alors, toujours en ayant en tête que vous avez encore beaucoup d'emplois dans l'agriculture et beaucoup d'emplois dans l'industrie. Mais en gros, ce qui crée les emplois aujourd'hui nouveaux dans le territoire, ce ne sont plus ces emplois productifs-là. Dans l'emploi productif, il y a effectivement l'industrie et l'agriculture. Ce sont essentiellement les emplois présentiels. Et donc si on se passe en base 100 en 75, vous voyez que pour 100 emplois productifs en 75, il en reste 69 aujourd'hui. Par contre, pour 100 emplois présentiels en 75, on est à 160 aujourd'hui. Donc ce qui crée aujourd'hui de l'emploi nouveau dans votre territoire, c'est la présence de population. D'où l'importance d'être vigilant sur votre dynamique démographique. Donc, vous voyez, vous avez effectivement un pourcentage d'emplois productifs important, on va le revoir après, mais c'est aujourd'hui la sphère présentielle qui crée l'essentiel des emplois. Donc vous avez 47,2% des emplois qui sont dans la sphère productive, c'est très cohérent avec ce qu'on voit ici, avec ces 16 sur l'agriculture et ces 22 sur l'industrie. Vous avez effectivement une sphère présentielle qui est sous-représentée, et quand on est en France métropolitaine, vous voyez aujourd'hui 65% des emplois sont des emplois présentiels. Comment se répartit l'emploi dans le territoire ? Donc vous voyez qu'on a à peu près la moitié de l'emploi qui est concentré dans 3 communes. Ça, c'est aussi typique du fonctionnement de territoires comme le vôtre. Quand on va être dans des territoires plus agglomérés, on va avoir 80% de l'emploi en 3 communes et 50% de l'emploi dans la ville-centre, en tout cas dans la ville la plus importante. Et ce qu'on voit, c'est que ces 3 communes, pour autant, leur poids a augmenté, puisque en 1975, ils ne représentaient que 38% des emplois du territoire. Donc ce phénomène de départ des emplois des territoires vers les villes, même à votre échelle, on le constate, puisque vous voyez, on passe de 38% à près de 53%. On s'est posé la question de savoir qui occupe les emplois du territoire. Alors, vous voyez, 70% des emplois du territoire, ils sont occupés par des actifs qui habitent dans le territoire communautaire. Après, les emplois, ils sont occupés à 6,62% par les habitants de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, 5,43% pour la communauté d'Aglo de Laval, et puis 2,86% pour Anjou-Bleu communauté. Donc finalement, vous ne donnez pas à travailler à beaucoup d'actifs venant de l'extérieur, et quand on regarde le poids par rapport à la totalité des actifs de ces territoires-là, on ne peut pas dire que vous avez un effet de polarisation des territoires extérieurs, puisque le maximum, c'est effectivement 5,24%.
On s'est posé la question de savoir où est-ce que vos actifs allaient travailler. Et donc effectivement, là encore, vous avez une situation un peu particulière parce que vous êtes à cheval sur 2 zones d'emploi. Donc la zone d'emploi, hein, c'est effectivement un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résidents travaillent. Et vous voyez qu'en France, là on est vraiment sur les chiffres de 2020, on a 304 zones d'emploi. Et vous, vous êtes à cheval sur 2 zones d'emploi. La zone d'emploi de Segré, qui compte 35 communes, et dans lesquelles il y a 23 communes de votre communauté qui sont dans cette zone d'emploi, et celle de Laval qui compte 140 communes, et vous êtes 12 communes qui appartiennent à la communauté de communes, qui appartiennent à la zone d'emploi de Laval. Et donc en gros, les actifs de votre territoire, près de 60% qui restent à l'intérieur du périmètre communautaire, ça aussi c'est plutôt un bon chiffre, hein, ça montre une vraie cohérence du périmètre. 19% qui vont du côté de Laval, Vitré 5%, 7% pour la communauté de communes du pays de Château-Gontier, 3% du côté de Segré. Par contre, pas grand-chose du côté d'Angers. Donc vous êtes vraiment sur un territoire qui est beaucoup plus polarisé par Laval que pour Angers. Bon, vous voyez quand même que près de 70% de vos actifs travaillent hors de leur commune de résidence, et effectivement, 42% des actifs sortent du périmètre communautaire pour travailler. Hein, vous êtes sur un grand périmètre, et vous voyez que malgré l'extension des périmètres, c'était mon propos tout à l'heure, vous êtes toujours un pourcentage d'actifs qui sort. Si véritablement on voulait enfermer les gens dans les territoires au niveau de cette relation domicile-travail, je ne parle que de la relation domicile-travail, hein. Je ne parle pas de la relation consommation, loisirs, etc. Et si on voulait enfermer les gens dans les territoires, en fait, il nous faudrait 304 OPCI, quoi. Et donc, ce phénomène, ce n'est pas par l'extension des périmètres qu'on y arrive. Et effectivement, vous avez une part de non-salariés qui est plus importante, ça, ce qui est relativement logique. Ensuite, on s'est posé la question de savoir les salariés du territoire ou les actifs du territoire, qu'est-ce qu'ils occupent quel est leur statut en termes de CSP. On va retrouver un point important de retraités, on va retrouver un point important d'ouvriers, un point important d'employés. Par contre, on va avoir un pourcentage de cadres de profession intellectuelle supérieure qui va être faible, hein, c'est ce qu'on voit ici. Vous êtes à 4,6 points au-dessus de la moyenne sur les retraités, vous êtes à 4,7 points au-dessus pour les agriculteurs, mais par contre sur les 4 professions intellectuelles, vous êtes à 6,7 points en dessous, et vous êtes à 7,2 points au-dessus sur les ouvriers. Donc là encore, on a des spécificités territoriales assez prononcées. Le premier schéma, c'était les emplois, la nature des emplois. Là, on est sur la nature de l'activité des actifs qui habitent votre territoire. Un deuxième point, pour qualifier ces actifs qui nous a pas mal intéressés, c'est quel est leur niveau de formation. Donc bien sûr, on ne prend pas en compte ceux qui sont encore en train d'étudier, mais quand on regarde ceux qui sont sortis du système, on voit que ceux qui n'ont qu'un diplôme, c'est 8 points au-dessus de la moyenne nationale, et ceux qui ont un diplôme de Bac plus 5 ou plus, c'est 7 points. Et globalement, hein, vous voyez que vous avez 16,3% des diplômés de l'enseignement supérieur, donc Bac plus 2, alors que la moyenne nationale est à 30%. Donc là, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose à regarder aussi de ce côté-là. Hein. Vous avez un pourcentage de gens diplômés au-dessus de Bac plus 2, enfin à partir de Bac plus 2, qui est très largement inférieur à ce qu'on va trouver sur la moyenne nationale. Le revenu médian. Je vous rappelle, ce fameux revenu médian, c'est 50% des ménages au-dessus, 50% des ménages en dessous. Donc vous, par unité de consommation, c'est 19 000 €, et que la moyenne nationale est à 21 000, et vous êtes assez proche de la moyenne départementale et régionale, mais en dessous. Puis après, vous avez le 9e décile, c'est les 10% de ménages qui gagnent le plus, et le premier décile, c'est les 10% de ménages qui gagnent le moins. Vous voyez qu'au niveau du 9e décile, vous êtes quasiment à 10 000 € par unité de consommation, en dessous de la moyenne nationale. Par contre, au premier décile, vous êtes au-dessus. Hein, donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10% des ménages les plus pauvres de votre territoire sont moins pauvres que la moyenne nationale, et ça veut dire que les 10% des ménages les plus riches de votre territoire sont moins riches que la moyenne nationale. Et ça se voit effectivement sur ces chiffres. Ce qu'on appelle le rapport interdécile, c'est le rapport entre le 9e et le 1er. Ben vous êtes à 2,4, alors qu'en France, on est à 3,4,
et qu'au niveau départemental, on est à 2,6 et à 2,8 au niveau régional. Donc en gros, vous avez une population qui est moins riche globalement que la moyenne nationale, mais qui est plus homogène, avec moins de personnes très riches, mais aussi moins de personnes très pauvres. Vous voyez par contre qu'on est assez bas sur la part des ménages fiscaux imposés, puisqu'en moyenne, on est à un ménage sur deux en France, et qu'ici, on va être à peu près à 38%. Le taux de pauvreté des ménages, donc vous voyez que le taux de pauvreté dans votre territoire est à globalement 12% des ménages en moyenne. Il va être à 14,5% sur la moyenne nationale. On voit quand même que vous êtes au-dessus de la moyenne régionale et au-dessus de la moyenne départementale. Si on essaye de regarder quels sont les ménages par catégorie d'âge, vous voyez que 13,9% des moins de 30 ans effectivement sont au taux de pauvreté, alors que la moyenne nationale est à 22,4% et que là, la moyenne régionale est à 17% et la moyenne départementale à 16%. Donc ça veut dire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, les catégories les plus pauvres sont moins pauvres que la moyenne. Et par contre, vous avez exactement la même chose au niveau des plus de 60 ans. Vous voyez que ce soit en France ou que ce soit au niveau régional, départemental et même chez vous, la catégorie d'âge qui a le moins de taux de pauvreté, c'est effectivement les 60-74 ans. Ça recommence après 75 ans, mais globalement, on est sur des moyennes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on retrouve chez les moins de 30 ans. Regardez au niveau national, le taux de pauvreté des moins de 30 ans, c'est 22,4%. Le taux de pauvreté des 60-74 ans, c'est 9,9%. Et je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de propriétaires par rapport au nombre de locataires. Effectivement, le taux de pauvreté est beaucoup plus important chez les locataires, 25,9% contre 7,9% de propriétaires. Mais effectivement, dans votre cas, vous avez beaucoup moins de locataires que de propriétaires, et vous pouvez le comparer aux moyennes nationales. Dernier élément de ce premier état des lieux, de ce premier portrait de territoire. Un autre élément important, c'est quand on regarde les temps d'accès aux services d'usage les plus courants, donc près du domicile, effectivement, la moyenne française, c'est de 11,4 minutes. Vous, dans votre territoire, il y a ce qu'on appelle 3 bassins de vie. Vous êtes bien au-dessus de cette moyenne nationale pour l'accès à ces services d'usage courant. Donc voilà, on a un accès aux services qui est moins facile. On a aussi une couverture qui est inférieure pour le numérique à la moyenne française. Donc là aussi, il y a un sujet. Alors, on est sur les pourcentages 2020 de l'Observatoire des territoires. Ça sera peut-être à ajuster en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et puis le dernier élément qui nous paraissait important de porter à votre connaissance, c'est effectivement que vous êtes sur un territoire dans lequel l'accès à la mobilité, il est déterminant. Ceux qui n'ont pas accès à la mobilité sont pénalisés. Et cette mobilité, elle est essentiellement une mobilité par voiture et par voiture particulière, puisque vous voyez que la part des ménages qui possèdent au moins 2 voitures est à 47%, vous devez être à 92% pour les ménages motorisés. Donc à plus de 2 voitures, 47%, on est très largement au-dessus de ce qu'on va retrouver dans des grandes villes, mais on est aussi au-dessus de la moyenne de la Mayenne et de la moyenne régionale et même de la moyenne de la France métropolitaine. Donc voilà, on est sur un territoire dans lequel le recours à la voiture aujourd'hui est quasiment indispensable. Voilà, ça génère effectivement, c'est la carte, on zoome sur les domiciles de travail quotidiens, voilà ce que ça donne un peu sur votre territoire. On voit effectivement des effets de polarisation de certaines communes, au moins de 2 communes, mais ce qui se passe aussi autour est de la relation relativement intense avec ce qui se passe avec la norme. Voilà les premiers éléments sur le portrait de territoire. Je ne sais pas quelle impression vous en retirez. On abordera après la question des enjeux. Effectivement, les enjeux, c'est maintenir le minimum de dynamique démographique, organiser un certain rééquilibrage fonctionnel du territoire dans la relation emploi-actif, mais aussi dans la relation habitat-service. La question de la mobilité, on fera une grande enquête auprès de la population. Vous verrez que les questions de mobilité sont aujourd'hui une attente première de la population. Une question autour de l'accompagnement social et de la réussite éducative. Vous vous rappelez cet indicateur d'un pourcentage de gens sans diplôme important et d'un pourcentage de gens diplômés de l'enseignement supérieur inférieur. Comment on construit un modèle de développement qui mette beaucoup moins en tension
les ressources du territoire. Hein, vous avez une croissance de population faible, mais vous consommez beaucoup de foncier. Et puis, c'est quoi votre place? C'est quoi les interactions dans votre grand système territorial? Quelle est la vocation de ce territoire? Comment vous vous situez par rapport à ça? Avant d'aborder les questions de méthodologie d'élaboration du projet, vous avez des réactions sur ce premier portrait? Ça vous surprend? Il y a des éléments qui vous étonnent? Comment vous réagissez? Oui, bonsoir. Du coup, vous avez beaucoup parlé d'aujourd'hui, mais d'aujourd'hui 2017. Et pour moi, je trouve que depuis 3 ans, on a quand même beaucoup de choses qui ont changé. On a l'impression que dans nos petites communes et tout ça, il y a un mouvement qui se passe. Et effectivement, si il y a 3 ans, je me serais bien retrouvé dans tout le trafic, dans peut-être ces courbes descendantes, ces linéaires bien réguliers. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'aujourd'hui, on doit poser notre analyse exactement comme si c'était en 2017. Je pense qu'il y a quand même ce genre d'études devrait quand même prendre en compte aujourd'hui 2020 et 2020, je pense qu'on n'est pas tout à fait pareil. Alors, ça me semble évoluer quand même. Et du coup, il y a des choses que vous avez dit, par exemple, sur les 3 grandes villes qui concentrent l'emploi et tout, c'est normal, puisque c'est le monétarisme du pays qui a fait 3 zones de développement industriel, des zones économiques dans ces villes-là, donc ça se traduit normalement comme ça. Après, vous parliez d'une population agricole importante là, aujourd'hui, on se passe en 2017, sachant que là, d'ici 5 ans, 50% des agriculteurs ont intérêt à faire. Ça, c'est des choses qu'on devrait intégrer dans l'étude parce que c'est très important et ça va jouer beaucoup. C'est-à-dire que si on prend des décisions sans prendre ça en compte, je pense qu'on va partir sur une petite base biaisée un peu. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Il faudrait quand même actualiser un petit peu. 3 ans, ça me semble un peu long. Alors, là, on est sur les derniers chiffres de l'INSEE qui sont complets. Et effectivement, sur la population, c'est 2017. On a aussi des chiffres plus récents, 2018-2020. On ne constate jamais dans des territoires des ruptures sur 3 ans. Ça n'arrive jamais. On est sur des tendances qui sont plus sur des tendances d'une décennie. Donc, ce qu'on regarde, c'est la pente. On vérifiera effectivement les inflexions. Mais vous voyez, quand on regarde le solde migratoire, quel est l'événement qui ferait qu'en 3 ans, vous seriez passé d'un solde migratoire à 0,1 à un solde migratoire à 0,4, 0,5 ou même 1. Donc on vérifiera. Mais vous verrez qu'en fait, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans un territoire, il ne faut pas être focalisé sur 2 à 3 années. Il faut plutôt regarder ce que sont les tendances lourdes. Donc nous, on a 2 échelles, là, l'échelle sur les 30 dernières années, l'échelle sur les 10 dernières années. Effectivement, on regardera s'il y a des éléments qui se sont passés sur les dernières années. Mais vous verrez, quand on aura actualisé les chiffres, que généralement, on est sur des grandes pentes qui ne s'inversent pas facilement en 1 ou 2 années. Après, ce qu'on montrait, c'était la surreprésentation de l'emploi agricole. Effectivement, pas de la population qui... voilà. Mais effectivement, on essaiera d'utiliser les chiffres, les derniers chiffres actualisés. Mais vous verrez que ça ne s'inverse pas aussi facilement que ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à ça? Alors, je vous propose qu'on passe sur la dernière partie, donc la démarche d'élaboration du projet. Sur la démarche d'élaboration du projet, on vous propose alors c'est un peu plus complexe que ça, mais on va essayer de vous le résumer. La première étape, c'est formuler une vision. Qu'est-ce qu'on appelle la vision? C'est où est-ce que vous, élus, vous voulez emmener ce territoire. Souvent, on nous dit, on veut faire un diagnostic. Il faut commencer par faire un diagnostic. Mais vous voyez, là, il y a toute une série d'indicateurs. Ces indicateurs, ils sont compliqués à interpréter parce qu'ils donnent ce qu'est la trajectoire réelle du territoire, mais ils ne nous donnent pas ce qu'est la trajectoire souhaitée du territoire. Et donc, le premier temps de réflexion qu'on va vous proposer, c'est de vous dire, ce territoire-là, qu'est-ce que vous voulez en faire? Où est-ce que vous voulez l'emmener? Si on se projette à 2000, dans 10 ans ou dans 15 ans, quels sont les critères par lesquels vous pourriez juger
à cette échéance-là que le territoire a évolué positivement. Donc le premier travail qu'on va vous proposer, c'est un travail effectivement sur la vision. Ensuite, on va faire un état des lieux de l'évolution du territoire et on va comparer l'évolution réelle du territoire et l'évolution souhaitée. Et la mesure de ces écarts va nous donner un certain nombre d'enjeux. Et là, on va avoir un grand travail politique, de réflexion politique que vous allez conduire sur c'est quoi les enjeux prioritaires, de quels enjeux on doit se saisir en priorité, et quels sont les grands objectifs stratégiques pour chacun des enjeux. Et une fois que les enjeux, c'est en quelque sorte les questions, et ensuite on va poser la question de, pour répondre à ces enjeux, quelles sont les politiques publiques qu'on doit déployer. Donc juste un point sur les éléments. Sur la vision, on va travailler d'abord avec une analyse des stratégies préexistantes. On ne part pas d'une page blanche, que ce soit les communes, que ce soit l'Interco et d'autres structures produisent des politiques publiques depuis longtemps. Donc on va d'abord partir de ce qui existe. Ensuite, on va avoir un entretien individuel avec l'ensemble des maires et des vice-présidents qui ne sont pas maires pour justement donner à chacun l'opportunité de nous témoigner de ce qu'est sa vision. Et on préfère commencer par des entretiens individuels parce qu'on sait que dans les grands temps collectifs, tout le monde ne peut pas parler, tout le monde n'a pas la même facilité pour s'exprimer. Et donc là, on est sur une analyse de ce que nous disent les maires qu'on va réinjecter ensuite dans le débat. On va avoir aussi un temps d'étude auprès de la population. Donc il y a toujours un grand débat sur comment on associe la population. Nous, d'expérience, on voit que les démarches de concertation classiques, elles ont comme principal défaut de ne pas souvent associer des jeunes, des femmes et des actifs. Et donc il y a toute une partie de la parole qu'on n'a pas. Donc on va commencer par une étude auprès de la population dans laquelle on va demander aux gens quelles sont leurs pratiques territoriales, où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils consomment, quels sont leurs lieux de loisirs, etc. Donc pour caractériser la manière dont ils pratiquent le territoire. Ensuite, on va les interroger sur la manière dont ils vivent dans ce territoire, la manière dont ils le voient évoluer et quelles sont ses attentes en matière d'équipement et de services. Et puis, on aura aussi un atelier miroir avec le citoyen. Donc, la confrontation de cette vision technique par les analyses préexistantes, de la vision politique par les maires et les VP et de l'étude auprès de la population et de l'atelier miroir citoyen va nourrir des matériaux qui serviront à un premier séminaire sur la construction de la vision. Hein, je vous rappelle, la vision, c'est où est-ce que vous voulez emmener ce territoire. Ensuite, on aura une mesure des écarts entre l'évolution souhaitée et l'évolution réelle. Et donc, on se servira de l'évaluation du SCOT pour effectivement caractériser la manière dont a progressé le territoire, et également l'actualisation de l'ABS, l'état des lieux qui serait effectivement actualisé. Et à partir de là, on formulera un diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic, ça ne sera pas des indicateurs bruts, ça sera, quand on lit ces indicateurs à la lecture de ce qu'est la vision, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont conformes avec la manière dont vous souhaitez voir se développer le territoire, ou est-ce qu'ils ne sont pas conformes? Ça nous amènera à un séminaire de mise en débat sur les enjeux, donc on est là sur un temps collectif, où l'enjeu principal, ce sera de hiérarchiser ces enjeux, hein, d'avoir un débat sur ce que sont vos priorités, et puis après on rentrera sous forme d'atelier de réflexion par enjeu, pour zoomer un peu dans chaque enjeu, et voir ce que sont les objectifs stratégiques dans chacun des enjeux. Et puis on se posera la question de, voilà, on complétera ça par un atelier miroir citoyen là encore, et puis on terminera par un temps sur les politiques en réponse aux enjeux. Donc on ne se pose pas la question du périmètre, on ne se pose pas la question des compétences, on définit les politiques publiques en réponse aux enjeux. Ensuite on se dit, telle politique publique, quelle est l'échelle pertinente pour la déployer? Est-ce qu'il faut l'interterritorialiser? Est-ce qu'un bout c'est la commune, un bout l'interco, un bout même au-dessus? Quels sont les modes de faire? Est-ce qu'il faut que la communauté prenne des compétences? Est-ce qu'il faut qu'elle en restitue aux communes? Est-ce qu'il y a des politiques qui doivent être gérées entre la communauté et les communes et coproduites par la communauté et les communes? Est-ce que l'interco doit aider les communes à faire ou à mettre en place certaines actions? Et là encore, on aura un atelier citoyen. Donc en gros, c'est très schématique, mais vous voyez que ça tourne autour de ces 4 grands temps. Donc le premier temps, c'est plutôt novembre-décembre avec des entretiens des maires qui commencent la semaine prochaine jusqu'au 3 novembre. Janvier-février, on sera plutôt sur l'évaluation du SCOT, l'actualisation des besoins sociaux et les
l'état des lieux du territoire, où effectivement on essaiera d'actualiser l'ensemble des données en fonction des dernières données disponibles. Et puis on terminera sur mars-avril la question du séminaire sur les enjeux et les ateliers de réflexion, et mai-juin plutôt sur les politiques publiques et les échelles et les modes de faire. Voilà grosso modo le planning à grosse maille du projet. Ce qu'il faut vraiment retenir dans la méthode, c'est on se pose d'abord la question de la vision, ensuite on se pose la question de savoir si l'évolution du territoire est conforme à ce qu'est l'intention politique. On a un débat politique sur la hiérarchisation des enjeux, et ensuite on se pose la question des politiques publiques. Et puis une dernière séquence qui est plutôt, mais là pour l'instant qui ne fait pas partie de la mission, qui est plutôt sur le dialogue itératif entre les objectifs et les moyens. Est-ce que vous avez les moyens de mettre en œuvre tout ce que vous aurez défini dans le projet de territoire? Voilà globalement comment on va travailler en fonction des grands temps à partir desquels on va organiser la réflexion. Le dernier point, c'est que nous, ça a été dit en introduction par le président, notre travail, c'est d'amener de la méthodo, de poser des questions, mais les réponses, c'est vous qui les avez. C'est-à-dire que les réponses, elles partent du territoire, elles partent de l'organisation, elles partent des citoyens, elles partent des élus, elles partent des associations. Nous, on n'amènera jamais une réponse. On va essayer de questionner, de vous faire remarquer des points qui nous paraissent essentiels. On va essayer de vous alerter dans le premier panorama sur tel ou tel sujet qui nous paraît vraiment important de ne pas contourner. Et je répète, les réponses, c'est vous qui les avez. Et donc c'est vraiment important qu'il y ait une grande mobilisation autour des différents temps de partage de l'information, et surtout dans les grands temps de mise en débat et de mise en délibération. On a un autre élément, un autre parti pris qui est important, c'est de distinguer les temps dans lesquels on vous donne de l'information et les temps dans lesquels on se met à réfléchir ensemble et en débat. Si je vous demande ce que vous pensez de tout ce que je vous ai indiqué, là, vous êtes assommé par une somme de chiffres, il faut d'abord les digérer. Une fois que vous les avez digérés, là, on peut commencer à réfléchir ensemble. Donc on aura toujours, sur chacun de ces temps, des étapes dans lesquelles on vous donne de l'information, on vous laisse le document pour la prendre, pour la digérer, pour y réfléchir, et ensuite on aura des temps de mise en délibération et de mise en débat. Et puis effectivement, le dernier point sur lequel il me paraît moins important de vous sensibiliser, on a le sentiment aujourd'hui que les intercos sont beaucoup montés en puissance. Quand on regarde au niveau national, 71% de la richesse du bloc local, elle reste dans les mains des communes. Donc ça veut dire que si on fait un projet de territoire, et qu'on ne travaille pas cette relation à la commune, finalement on va agir sur un tiers du levier à disposition de l'action publique. Donc on est vraiment dans une logique qui consiste à dire commune et interco ne sont pas deux strates territoriales, mais deux expressions de la même strate, et on a un vrai projet du bloc local dans son ensemble. Et puis il y a un autre élément, c'est les territoires, ils ne sont pas que façonnés par l'action publique, ils sont aussi façonnés par les citoyens, par les associations, par les acteurs socio-économiques. Donc dans la partie vision, c'est aussi des gens qu'on ira interroger. On ira interroger des acteurs économiques, on ira interroger des acteurs associatifs, et à un moment donné, l'action d'intérêt général, elle se déploie par la sphère publique, mais aussi par d'autres sphères. Et donc le projet, c'est commune interco, et c'est l'ensemble des forces vives qui contribuent à faire évoluer le territoire. Alors, voilà un peu les éléments de méthode. Est-ce que vous avez des remarques sur ces éléments ? Alors, j'en ai une petite. L'atelier miroir citoyen, est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit ? Les ateliers miroir citoyens, on va interroger 800 000 personnes auprès de la population, et on va demander à une trentaine de personnes s'ils sont volontaires pour suivre l'ensemble des phases, et finalement, chaque fois qu'il y aura des propositions des élus, qui viennent les challenger, qui viennent les compléter, qui viennent les enrichir. Donc on a un premier temps d'écoute qui est sur l'étude auprès de la population, et puis ensuite on essaiera de compléter ça par une démarche plus de démocratie participative, plus interactive avec les citoyens, au travers de 3 ou 4 ateliers miroirs citoyens, dans lesquels on leur demandera de venir se prononcer sur les propositions issues
travail des élus. Autre précision sur les entretiens individuels avec les maires, on laissera le soin aux maires bien sûr de s'encadrer ou de s'entourer des personnes qui le souhaitent, quelques membres du conseil municipal ou le conseil municipal intégral. Et les différentes étapes seront ponctuées aussi des conférences des maires, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, dans la loi engagement et proximité, elle est chargée qui doit nous permettre d'écrire ce projet de territoire, tous ensemble, hein, je le répète, c'est bien un projet commun de tous les acteurs du territoire et surtout de tous les élus communaux, bien évidemment. On peut peut-être se garder quelques minutes de questions, que je pense que là vous avez été un peu assommé, comme disait M. Locatelli, beaucoup de chiffres très intéressants. Comme on l'a dit en introduction, vous aurez accès à ces documents, donc bien évidemment, à moins que vous avez une super capacité, vous n'avez pas tout enregistré, moi non, c'est sûr, donc vous aurez accès à tous ces documents, mais s'il y avait une question ou deux, on peut se permettre, comme on a bien respecté le timing, on peut se permettre de prendre des questions. Cette fusion des trois Comcom, et on a eu à gérer 3 projets de territoire qu'on s'était donnés sur l'ancienne mandature, à savoir le contournement de Cossé, le très haut débit et le centre aquatique. Donc effectivement, on a travaillé peut-être dans l'urgence sur ce premier mandat, et si on le propose en début de mandat, c'est effectivement parce qu'on a en gros besoin de poser les cartes, et au-delà de ça, on a des contraintes et des échéances réglementaires qui nous poussent aussi à écrire ce projet de territoire. Je ne sais pas si ça répond à votre question suffisamment. Est-ce que les autres territoires de la Mayenne ont le même type de démarche ou c'est propre Alors là, je n'ai pas la réponse. On sait que ce n'est pas une obligation. Comme on l'a dit en introduction, ce n'est pas une obligation. Nous, on est parti dès le début de la mandature, parce qu'on avait fait intervenir M. Locatelli dès le mois de juillet sur cette analyse justement du territoire. C'est un choix. Maintenant, les autres intercommunalités, je n'ai pas d'éléments à court terme pour savoir s'ils se sont engagés dans les mêmes démarches. Par contre, ils ont la même obligation sur le calendrier de positionnement sur le PLUI, sur le SCOT, et que sur la loi mobilité, sur la loi engagement et proximité, etc. etc. Il y a beaucoup d'intercommunalités qui font des projets de territoire. On l'évoquait tout à l'heure, quand vous présentez une élection municipale, souvent vous définissez un programme, vous commencez à réfléchir avant. Quand vous êtes dans une interco, la dimension intercommunale n'est pas réfléchie avant. D'abord, les gens viennent de listes différentes, de communes différentes. Donc le projet, il n'est pas discuté en amont, il doit être négocié en aval. Il y a une autre raison qui font que les intercommunalités font de plus en plus de projets, c'est qu'on a une ressource publique aujourd'hui qui est de plus en plus rare, en tout cas qui n'est pas illimitée. Et donc il faut faire des choix. Et le projet, c'est aussi un référentiel stratégique qui vous aide à hiérarchiser des priorités et à conduire l'allocation de ressources. Donc globalement, aujourd'hui, il y a énormément d'intercommunalités qui se dotent de démarches de ce type pour arriver à caler leur stratégie derrière leur programme d'action. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?